On ouvre donc la dernière séquence de cette journée. Alors, il est sûr que les penseurs sont aussi des artistes. On va quand même tout de même passer des artistes aux penseurs. Frédéric Worms. Frédéric Worms est philosophe. Il est membre du Conseil national d'éthique. Il est aussi le directeur adjoint de Normal Sup, s'occupant des lettres et humanités. Il est accessoirement, mais c'est pas si accessoire que ça, depuis septembre, producteur à l'antenne de France Culture, à la même heure du reste que René Friedman. C'est Frédéric qui ouvre l'antenne de la séquence des discussions du soir à 22h15 tous les lundis soirs. René Friedman enchaînant le mardi soir, toujours à 22h15. Alors, Frédéric, on s'est rencontrés autour d'un de vos livres qui était celui-là, qui était Revivre, éprouver nos blessures et nos ressources. C'est dire quand on a commencé à travailler sur ce thème de l'intranquillité, en fait, c'était pas très très sioux de penser à vous. Néanmoins, on sera tous heureux d'entendre comment ce terme a résonné, comment vous avez envie de vous en emparer ici sur cette tribune. On a un petit quart d'heure, on est un peu en retard, mais tout va bien. Et puis, voilà, ça peut être moins, ça peut être plus, ça peut être avec des questions, ce sera comme vous voulez. Frédéric, on vous écoute. Merci Sandrine, merci aux organisateurs du colloque, à Muriel et à René Friedman de cette invitation. Oui, merci, je vais essayer, effectivement, je pense que le propos la proposition de ce colloque, c'est d'essayer de faire retentir cet étrange terme d'intranquillité. C'est ce que je vais essayer de faire. En fait, je vais quand même essayer de défendre une thèse et de la développer très rapidement. Ma thèse, c'est que ce mot d'intranquillité pourrait nous inviter à passer d'un extrême à l'autre concernant la tranquillité et finalement la sagesse humaine. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est montrer qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, mais garder un équilibre précis entre la tranquillité et l'intranquillité, et un équilibre, qui plus est, qui ne vaut pas seulement pour le sujet individuel, parce qu'on ne peut jamais se contenter du sujet individuel, mais qui vaut pour la relation intersubjective, c'est-à-dire qui passe entre des sujets, et qui vaut pour la politique. Donc un équilibre à trois dimensions. Quels seraient les deux extrêmes entre lesquels on peut passer ? Là, je vais me permettre, parce que je pense que c'est important dans le cadre aussi, de rappeler un peu les deux extrêmes philosophiques de la tranquillité ou du désir de tranquillité. On peut croire, en effet, quand on entend le mot d'intranquillité, on peut croire, en effet, qu'on est ballotté entre deux extrêmes. D'un côté, il y a le désir de tranquillité, comme sérénité du sage, comme bonheur du sage, et c'est sans doute un des plus vieux mots de la philosophie. La tranquillité de l'âme, c'est un des traités de Sénèque, c'est le terme générique de tous les philosophes antiques. Cela ne doit pas nous troubler, la disparition des troubles. Et Pierre Hadot a rappelé encore récemment que la tranquillité, en ce sens, c'est le but même de la vie humaine. C'est-à-dire surtout éliminer les causes de l'intranquillité. Et pour les philosophes antiques, les causes de l'intranquillité sont toutes dans notre esprit. On peut souffrir, notre corps peut être abîmé, on peut même être soumis à la mort, mais c'est jamais une cause objective qui nous rend tranquille ou intranquille, c'est les représentations qu'on en a. Et donc la philosophie est pensée comme une médecine de l'âme. Il faut soigner, non pas les causes objectives supposées du malheur, mais les causes subjectives réelles du malheur. Et donc il faut éliminer justement les désirs, les craintes, et la tranquillité de l'âme est le but suprême de la vie humaine et suppose une tension extrême de l'esprit. Donc c'est cette tranquillité comme combat permanent. Le philosophe stoïcien, c'est un sage qui lutte contre des causes essentiellement subjectives de malheur, l'ordre du monde étant le bon,
Dès qu'on a éliminé la source subjective de l'intranquillité, on est dans la sagesse. Et donc, je pense que ce modèle de la tranquillité est extrêmement fort, extrêmement important, mais il ne nous est plus accessible. Il ne nous est plus accessible, et c'est pas seulement, je pense, il faut aller à l'autre extrême absolu. Alors, donc je vais faire un mouvement un petit peu dissertatif, disons, un peu scolaire, mais ça me paraît très important, parce que on peut dire d'une manière un peu vague que la modernité a consisté à renoncer à la tranquillité comme but de la vie humaine. Déjà au XVIIIe siècle, il y a ce très beau mot en anglais et en français d'inquiétude. Les philosophes anglais du XVIIIe siècle parlent de uneasiness. Être uneasy, c'est au contraire être vivant. C'est vraiment justement ne pas vivre dans une uniformité sans vie. Et être inquiet, c'est devenu progressivement, non pas un défaut et une pathologie, mais une qualité, et même une qualité morale et politique. Mais si on va à l'autre extrême, je pense, je ne sais pas si vous en avez parlé, malheureusement, je n'ai pas pu assister au début du colloque, je pense que l'autre extrême du stoïcisme ou de la philosophie ancienne, c'est plus la tranquillité comme sérénité du sage, c'est la tranquillité comme paix des cimetières. C'est la tranquillité comme désir de renoncer aux problèmes de la vie, désir de renoncer à ce qui nous agite, à ce qui nous inquiète, à ce qui nous fait désirer aussi, désir de renoncer au désir. Et au fond, celui qui est allé le plus loin, c'est Freud dans Au-delà du principe de plaisir. Et le désir de tranquillité est au fond un désir de mort, un désir d'en finir avec les sources du malheur, avec l'intranquillité étant insupportable. Et finalement, l'intranquillité est encore plus grave que la tranquillité, est encore plus grave que l'intranquillité, puisque désirer la tranquillité, c'est au fond désirer la mort comme au fond un ras-le-bol de la fatigue de vivre, un ras-le-bol de l'intranquillité insupportable. Et donc, d'un côté, la tranquillité est un but, il faut renoncer, il faut lutter contre les causes de malheur. D'un autre côté, renoncer à viser la tranquillité, c'est au contraire accepter sans s'en apercevoir une autre forme de malheur qui est le désir même d'en finir, le désir même de... Bon. Et je crois que derrière tout ce qu'on a entendu, là j'ai entendu quand même un certain nombre d'exposés, l'idée qu'il faut être intranquille, garder du désir, c'est parce que derrière on a compris aujourd'hui que le désir de tranquillité peut être lui-même mortifère, peut être lui-même une menace, et qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter de rechercher la tranquillité, mais de refuser la tranquillité. Refuser la tranquillité. Désirer l'intranquillité, précisément parce que l'intranquillité, c'est le désir, et c'est ce que disait déjà avant Freud, c'est ce que disait Locke, enfin déjà les philosophes de l'inquiétude au XVIIIe siècle. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que d'un côté, on ne peut pas renoncer entièrement à la thérapie de l'âme, il faut lutter contre le malheur de l'intranquillité, et d'un autre côté, il ne faut pas viser la tranquillité absolue, qui est la paix perpétuelle, au sens de la paix des cimetières. Vous savez, le traité de paix perpétuelle de Kant, qui disait la paix perpétuelle, c'est l'enseigne d'une brasserie en face du cimetière à la paix perpétuelle. Donc c'est là, effectivement, les morts sont très tranquilles. Et donc c'est pour ça que j'ai repris pour mon titre, et je vais juste essayer de m'en inspirer 2 secondes pour maintenant essayer de trouver un équilibre précis, parce que je ne veux pas faire une sorte de dialectique un peu simple. En gros, il faut être à la fois tranquille et intranquille, heureux, malheureux, etc. C'est un peu ce qu'on ressent, mais il faut donner un critère précis. Et c'est pourquoi le titre que j'avais proposé pour cet exposé s'inspire d'un des textes les plus profonds du XXe siècle sur la mort, qui est le texte du philosophe Hans Jonas, l'auteur du Principe responsabilité, qui est un texte qu'il a écrit à 89 ans, en 91, et rassemblé dans un recueil paru en 92, un texte qui s'intitule « Fardeau et bénédiction de la mortalité ». Et en fond, je pense qu'il faut en effet considérer la mortalité et l'intranquillité à la fois comme un fardeau et comme une bénédiction. Mais alors d'une manière assez précise. Et c'est pourquoi je m'inspirerai de Jonas, dont je ferai juste 2 citations, une pour introduire à quelques remarques et l'autre pour conclure. La première idée, c'est la thèse de Jonas. La mort, dit-il, la mort est à la fois un fardeau insupportable de devoir mourir, et une bénédiction. Mais justement, pas une bénédiction au sens où il faut la désirer, hein.
Une bénédiction pour une raison bien précise sur laquelle je vais revenir. Mais ce qui m'intéresse, c'est où il met le fardeau, où il met la bénédiction. Il dit très curieusement, à la possibilité permanente de la mort, je rattache le fardeau de la mortalité. À la possibilité permanente de la mort, je rattache le fardeau de la mortalité. Et à sa nécessité finale, la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire très simplement ? Ça veut dire que la possibilité constante de mourir est en effet insupportable et il faut lutter contre elle. Donc il faut lutter contre les causes de la mort, contre le risque de la mort. Et je voudrais dire dans un instant qu'il faut lutter contre les causes de l'intranquillité. Les causes subjectives, les causes psychiques, mais aussi les causes objectives, les causes physiques. Par exemple, si vous n'êtes pas tranquille pour des raisons de souffrance physique, et les causes aussi sociales et politiques. Il faut lutter contre les causes de l'intranquillité comme il faut lutter contre les causes de la mortalité. Mais il ne faut pas lutter contre la nécessité de la mortalité et contre la nécessité de l'intranquillité. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas lutter contre la nécessité de la mort, nous dit Jonas. Et c'est vrai qu'il a anticipé un petit peu, disons, les rêves d'immortalité, le transhumanisme, etc. Parce que la mortalité est, d'une certaine manière, dit-il, ce qui donne du prix à notre existence. Ici, il reprend des phrases célèbres de Freud. Seul ce qui est éphémère a une valeur. La mortalité donne du prix à notre existence et aussi elle permet le renouvellement des générations. Elle est liée biologiquement à la reproduction. On sait très bien que les biologistes du transhumanisme et de la reproduction savent très bien aujourd'hui qu'on peut, par exemple, on peut nous faire vieillir jusqu'à 150 ans. On va pouvoir bientôt. Mais la faculté qui va être atteinte chez les humains qui vieilliront plus, c'est la faculté de se reproduire. Parce que l'évolution a choisi, en fait, entre deux solutions, soit faire vieillir les mêmes êtres plus longtemps, soit les faire vivre moins longtemps, mais transmettre de la diversité, se procréer, se mélanger, etc. Et l'un se paye de l'autre, et si on arrive à travailler les gènes de notre vieillissement, on perdra du côté des gènes de la reproduction. Et Jonas le dit déjà très clairement dans Fardeau et bénédiction de la mortalité. Et évidemment, il cite aussi une nouvelle de Jonathan Swift, très impressionnante, qui imagine un peuple d'immortels, et ça devient insupportablement ennuyeux, guerrier, etc. Et Lacan disait aussi, heureusement que nous sommes mortels, si nous étions immortels, la vie serait insupportable. Donc il y a une sorte de sagesse de la mortalité, de dire la mortalité donne sens à la vie, mais il faut quand même lutter contre toutes les causes de mortalité. Je dirais la même chose exactement de l'intranquillité. Il faut lutter contre les causes d'intranquillité. Et sans relâche, il n'y a pas de romantisme de l'intranquillité. Par contre, il faut être intranquille en tant que sujet humain, précisément pour lutter contre elle. Donc il y a une sagesse de l'ambivalence, il faut admettre le négatif tout en luttant contre lui. Et même il faut admettre qu'on a une faculté de lutter contre le négatif, de le repérer, c'est la faculté vitale, c'est ce que Canguilhem appelait le refus du pathologique. Vivre, c'est s'opposer à ce qui nous nuit. Il faut admettre qu'il y a du négatif, et en même temps, l'admettre, c'est l'admettre pour le refuser. Si on l'admet de manière complaisante, on est dans le désir de mort. Et donc je dirais qu'il faut lutter contre les causes d'intranquillité. Et d'abord, il faut lutter, je dirais, subjectivement, individuellement. Chacun doit lutter contre ce qui le rend malheureux et ce qui peut le rendre intranquille. Et les sages stoïciens avaient quand même raison de dire ça. Simplement, là où ils avaient tort, c'est de croire qu'on peut, par le travail de sa propre raison individuelle, éliminer le malheur. Nous savons aujourd'hui que nos esprits sont plus fragiles que ça, plus réels que ça aussi, que d'une certaine manière, la raison, il ne suffit pas de dire « je contrôle mes représentations, j'enlève mes désirs et mes craintes ». Non, ce n'est pas possible. Nos esprits sont vivants, sont liés à des corps vivants, à des histoires individuelles, ne sont pas des pures rationalités, même s'il y a une très grande force chez les sages grecs, ça ne nous est plus entièrement accessible. D'où la deuxième dimension, qui est très importante, la dimension intersubjective. La tranquillité des uns peut aider l'intranquillité des autres. Et nous avons besoin de la tranquillité des uns et des autres. Et la tranquillité humaine est en fait relationnelle. Et on peut même dire que la psychanalyse a montré, et ça va me mener aux politiques, qu'il faut construire un cadre tranquille pour partager nos intranquillités. Winnicott a très bien montré comment, au fond,
le malade, le médecin, le psychanalyste, dans un cadre tranquille, fiable, solide, partage son intranquillité avec celle du patient, mais pas dans un cadre intranquille. Donc il faut construire des cadres tranquilles pour assumer l'intranquillité et pour lutter contre les causes physiques, psychiques de notre malheur, mais lutter en admettant que nous partageons une intranquillité, mais en construisant un cadre commun de tranquillité. Et je crois que c'est très important politiquement aussi. Politiquement, nous devons comprendre qu'il y a des causes politiques d'intranquillité, qu'il faut lutter contre elles, et qu'on lutte contre elles en les admettant, non pas en les déniant, non pas en les refoulant, mais pas non plus en se laissant saisir et en les redoublant. Autrement dit, ne pas agiter l'intranquillité des politiques des uns et des autres, mais construire un cadre commun pour aménager l'ambivalence, je dirais, de la tranquillité et de l'intranquillité. C'est extrêmement important, je pense, et donc je pense qu'il faut lutter contre les causes et admettre le principe. Nous devons être inquiets, politiquement, psychologiquement et vitalement, mais construire le cadre. Donc il y a un prix à payer, et je citerai Jonas pour finir, parce que pour lui, au fond, le prix, ce que la mortalité a révélé dans le sujet vivant, le prix, disons, ce dont la mort est le prix, ce dont la mortalité est le prix, c'est la subjectivité du vivant. Et le sentiment de la mort est indispensable pour accéder aussi au sentiment non seulement de la vie, mais du plaisir. Et là, il retrouve évidemment Freud, c'est-à-dire que le contraire de la mortalité, c'est pas simplement vivre, c'est Eros, c'est le désir. Je cite Jonas. Le gain est à double tranchant, comme dans tout ce qui caractérise la vie. Le sentir met le sujet à nu, tant pour la douleur que pour la jouissance. Son degré d'acuité est aussi élevé des deux côtés. Le plaisir a sa contrepartie dans le tourment, le désir dans la crainte. Le but s'atteint ou se perd, et la capacité de se réjouir d'un côté est égale à celle de souffrir de l'autre. Bref, le don de la subjectivité ne fait qu'aggraver la polarité oui-non dans tout ce qui vit. Alors, je ne vais pas plus loin, le don de la subjectivité ne fait qu'aggraver la polarité oui-non dans tout ce qui vit. Et donc il faut conclure que, au fond, l'ambivalence de l'intranquillité, ce mot assez génial qui a été inventé pour dire, le mot inquiétude disait la même chose, mais comme il est passé comme contraire de quiétude, l'intranquillité dans sa nouveauté montre bien cette ambivalence. Il faut admettre les deux, c'est-à-dire que nous voulons à la fois être tranquilles et nous avons raison, et nous devons à la fois être intranquilles et nous avons raison, mais il faut être très, très précis. Ce qu'on doit faire, c'est lutter contre les causes d'intranquillité et maintenir en nous le désir de lutter contre ces causes, le maintien d'une intranquillité humaine. Merci beaucoup, Frédéric.